voilà, on est très content donc, de recevoir Omar, parce qu'il devait venir déjà au départ dès que le livre a été édité, en fait, et sorti en librairie. Et puis, vu les situations dans lesquelles vous étiez, il n'a pas pu venir. Donc, je vais laisser le soin après à Omar de présenter le livre. Donc, il y a un livre qui est co-dirigé par Omar Slaouti, ici présent, et Olivier Caudron-Maison, professeur d'histoire politique. Voilà, donc c'est une contribution, il y a 23 contributions. C'est ça. Sur la thématique du racisme, des racismes en France. Donc, après, je laisserai le soin à Omar de développer plus en même. Donc, j'ai oublié de présenter Omar, qui est donc professeur de physique, il me semble, conseiller municipal à Argenteuil depuis les dernières élections. Voilà, qui est un militant antiraciste, notamment du collectif Aliziri, et sur d'autres thématiques et des violences policières en France. Voilà, je pense que c'est... Voilà. Donc, je vous remercie encore d'être là, un 22 juillet. On n'était pas trop sûr de la chose. Et puis je vais laisser Omar un peu se présenter, peut-être présenter le livre, les pourquoi du comment du livre, voilà, et de la fabrication et d'intervention des différents contributeurs. C'est la parole. Ok, merci Michel. Si ça ne vous dérange pas, j'enlève mon masque, mais s'il y a une seule opposition, je le garde, mais ça risque d'être... je risque de m'étouffer au bout d'un moment, voilà. Alors, d'abord, merci à la librairie Transit, voilà, qui est toujours fidèle à tous les rendez-vous subversifs, j'ai envie de dire, voilà. Et la subversion, c'est plutôt bien dans la période. Et puis de venir quand même à 22 juillet, je ne sais pas si vous jouez tous à domicile, mais je pense que globalement, vous jouez dans votre secteur, voilà, ici. Mais c'était peut-être pas... Poser des questions, est-ce que c'est pertinent ou pas de le faire le 22 juillet? Bah, franchement, finalement... tous les cas, c'était pas trop mal, voilà, ça méritait d'être fait. C'est un bouquin qui a un peu raté sa sortie du point de vue timing parce qu'il y a eu le Covid, mais ça, on n'y pouvait rien. Ceci dit, il tourne à peu près bien et puis on le présente un peu partout avec Olivier et l'ensemble des contributeurs, contributrices. Et d'ailleurs, je commence par ça. C'est un livre à plusieurs mains parce qu'on n'a pas la prétention de penser à toutes les questions qui sont abordées ici, Olivier et moi. Et donc, il y a 23 contributeurs, contributrices avec une majorité de femmes et avec 2/3 de personnes racisées d'en bas, comme on dit, c'est-à-dire noires, arabes, tziganes, qui vivent, y compris dans leur peau, dans leur chair, ce qu'on appelle la racialisation et la racisation. J'y reviendrai dans un instant. Il nous semblait important, Olivier et moi, au détour, c'est très simple, on a fait une réunion militante, voilà, et en revenant... par le train, par le TGV, je dis à Olivier, tu te rends compte, enfin, on a quand même des problèmes. On s'adresse à des gens, y compris ils s'adressent eux-mêmes à nous, mais il y a un problème de vocabulaire, de concepts qui sont un peu flottants, qu'on a du mal à capter. Et par exemple, l'intersectionnalité, ça ne percute pas. La race, c'est quand même encore très compliqué. Un ensemble de concepts qui ne sont pas très simples, y compris celui de blanchité, etc. Et je proposais donc à Olivier de rédiger un bouquin peut-être avec des index qui permettraient d'y voir plus clair, y compris nous-mêmes d'un certain point de vue, pour creuser, parce qu'on a l'impression qu'on est parfois enfermé dans un registre militant ou de sociologue, et c'est pas bon du tout, parce qu'on parle de choses qui embrassent ceux et celles qui vivent notamment dans les quartiers populaires, les migrants et les migrantes, j'y reviendrai dans un instant, et il y a nécessité de confronter, y compris nos définitions relatives les uns, les unes, les autres. Et c'est ce qu'on a fait. Et la bonne nouvelle, je vous le dis comme ça, comme je le pense, c'est que parmi les 23 contributeurs, contributrices, tout le monde n'est pas d'accord sur les appréciations de certains concepts. Et quand je dis concepts, ce n'est pas des concepts particulièrement théoriques qui sont difficilement palpables, hein, mais il y a des approches différentes, des angles de tir différents. Et ça, pour nous, c'est une vraie réussite parce que ça met un peu d'épaisseur là où, obligatoirement, c'est parfois un peu lissé ou alors on survole. Et donc, on a souhaité rendre compte, non pas des racismes en France, on insiste beaucoup, mais des racismes de France. Vous avez sans doute entendu parler de l'islam de France. Déjà, nous, ça nous fait grincer des dents, parce qu'on a envie de dire, ben non, il n'y a pas d'islam de France, mais il y a des islams en France. C'est-à-dire qu'on ne pratique pas la religion musulmane de la même manière selon sa communauté ou ses communautés d'origine, tout simplement. Il n'y a aucune raison d'essentialiser, et j'ai même envie de dire, de coloniser l'islam en tant que tel. Donc, il n'y a pas d'islam de France, mais d'islam en France. Par contre, il y a bien des racismes de France, c'est-à-dire des racismes qui ont été construits, alors racisme au pluriel, hein, attention, on insiste beaucoup. Ça aurait pu faire une police plus grande, le S, je crois qu'avec maintenant, je me dis qu'on aurait dû faire un S beaucoup plus grand, voilà. Parce qu'évidemment, les ressorts du racisme ne sont pas les mêmes.
Parfois, ils s'appuient sur des dérives colonialistes, et ce ne sont pas les mêmes quand on parle de négrophobie, d'islamophobie, d'arabophobie, etc., et même d'antisémitisme, d'autres ressorts, d'antiziganisme. Il n'y a pas de ressort avec le colonialisme. Ce sont des ressorts à la fois différents, mais qui s'inscrivent vraiment dans l'histoire de France. Et puis, racisme de France, pourquoi? Parce qu'on souhaitait aborder ce qu'on appelle, nous, le racisme étatique. Alors voilà, on commence par un premier concept qui est un peu relou, il fait un peu chaud, mais c'est pas grave, ça, on va se détendre, c'est très simple. Le racisme étatique, pour nous, c'est le racisme de l'État, le racisme dans l'État et le racisme par l'État. Ce que vous voulez aborder ici, ce n'était pas obligatoirement le racisme du voisin idéologique d'extrême droite qu'il faut combattre, il n'y a pas de doute là-dessus. On sait ce que c'est que le Rassemblement national, on sait ce que sont les fachos, les rastos du voisinage, etc. Il n'y a aucun souci et il faut combattre ce racisme idéologique. Mais il nous semblait plus important de mettre l'accent sur ce qui finalement s'inscrit dans la matrice du quotidien de ceux et celles qui vivent en France. Et on va le décliner au fur et à mesure, c'est-à-dire ce qu'on appelle le racisme de l'État, dans l'État et par l'État. Alors le racisme de l'État, je vais aller très très vite. Si vous voulez, c'est quand l'État-nation France s'est constitué de manière consubstantionnelle, il s'est construit sur la matrice raciale. Voilà. Et c'est-à-dire que pour pouvoir définir l'identité nationale, pour pouvoir construire le roman national, il fallait dans un premier temps définir l'autre, l'altérité. Une anecdote, mais qui n'est pas une anecdote. La carte d'identité, enfin, les papiers d'identité pour les étrangers sont apparus avant la carte d'identité française d'un point de vue chronologique. C'est bien en opposition à l'autre qu'on construit une identité fantasmée, totalement romanesque, totalement mythifiée, etc. Alors ce racisme de l'État, évidemment, il ne s'inscrit pas au détour de n'importe quoi. La construction des États-nations, de l'État-nation France en tout cas, eh bien ça s'inscrit totalement dans la continuité de l'esclavagisme, du colonialisme, et on peut d'un certain point de vue dire que l'ensemble des sociétés dites modernes, d'un certain point de vue, eh bien se sont construites au sens politique, social, économique, sur l'esclavagisme et sur le colonialisme. Et il serait totalement absurde de penser qu'il y ait eu une césure quelque part et que tout ça, c'est le passé et ça n'existe plus aujourd'hui. Mais au-delà du racisme de l'État, il y a un autre concept qui est beaucoup plus intéressant, me semble-t-il, en tous les cas, qui est beaucoup plus factuel, qui traverse ceux et celles qui sont racisés d'en bas. C'est ce qu'on appelle le racisme dans l'État, c'est-à-dire le racisme institutionnel. Ce racisme institutionnel, c'est un concept qui naît à la fin des années 60 aux États-Unis, à partir de deux Africains-américains, deux Afro-Américains, qui constatent la fin des lois racistes aux États-Unis. De fait, c'est acté, mais en même temps, ils constatent eh bien, que les personnes noires sont plus victimes de maladies, plus victimes de mortalité, plus victimes de la police, plus victimes de la justice, plus victimes de ça. Et pourtant, les lois en tant que telles ne sont plus ces lois racistes qui ont fait le vécu des Afro-Américains, mais des Latino-Américains évidemment, de tous et toutes celles qui ne sont pas WASP, blancs notamment aux États-Unis. Et donc, ils poussent la porte et ils essaient de comprendre comment il peut y avoir des discriminations raciales en dehors d'un système légal qui, lui, condamne ces discriminations raciales. Et très concrètement, ils s'aperçoivent que, sans qu'il y ait besoin d'intentionnalité, il y a un racisme institutionnel. Autrement dit, il peut y avoir, là, vous voyez, on est très loin de l'idéologie d'extrême droite, on n'a pas l'intention raciste pour autant, mais on peut avoir des mécanismes institutionnels, un racisme institutionnel qui va différencier les gens en fonction de leur couleur de peau, par exemple, de leur religion supposée ou réelle, et d'autres discriminants sur lesquels on pourra revenir. Et ce racisme institutionnel, là, aujourd'hui, ce n'est pas des blagues. Il y a des chiffres qui viennent de sortir juste là, maintenant. L'espérance de vie des Noirs américains par rapport à l'espérance de vie des Blancs américains vient fortement de se creuser. Alors, bien sûr, au détour du Covid, mais plus fortement pour les Noirs que pour les Blancs. Et ça, c'est lié au fait que quand on est noir, on n'a pas le même traitement médical, je pèse mes mots, le même rapport à la santé, le même rapport aux institutions sanitaires que lorsqu'on est blanc. On pourra évidemment décliner cette situation aux États-Unis avec ce qui se passe en Angleterre et ce qui se passe en France. Ce racisme institutionnel, il ne s'agit surtout pas de dire
que les soignants ou le personnel soignant ou les personnels soignants sont racistes. Évidemment, il y en a qui le sont et qui l'assument, mais ce n'est pas notre problème. Et c'est une minorité par ailleurs, sans aucun doute. Mais comment les institutions sanitaires françaises peuvent discriminer? Et on s'aperçoit d'une chose très simple, c'est que les personnes africaines nées à l'étranger sont plus victimes du Covid en France que les personnes qui ne sont pas nées à l'étranger, avec un différentiel qu'on est capable d'établir sans aucun problème. Il y a Solène Lebrun, entre autres, qui a travaillé là-dessus, qui a sorti un papier dans Le Monde il y a à peu près un an de ça, mais d'autres ont travaillé là-dessus. Et il y a notamment un chapitre concernant la santé aussi dans ce bouquin-là, qui montre très clairement que les Noirs, eh bien, les personnes qui sont nées en Afrique subsaharienne, ont 3 fois plus de risque de mourir que les Blancs par rapport au Covid. Pour les Maghrébins, c'est 2, quelque chose, etc. Et donc, les Asiatiques aussi, c'est plus important pour les Blancs. Et donc, il a fallu évidemment comprendre comment ça fonctionne et comment tout ça, cette mécanique-là, comment elle se construit d'un certain point de vue. Et donc, dans ce chapitre-là, sur la santé, on voit très clairement que l'accès aux soins est différencié selon sa couleur de peau, clairement, selon son origine. L'accès aux soins, déjà. Le traitement en tant que tel n'est pas le même. La continuité après traitement, le suivi post-traitement n'est pas non plus le même. Et avec 2 exemples assez typiques qui sont pris ici, mais on aurait pu faire sur le Covid, c'était un peu frais, sur le sida, par exemple, très clairement, c'est montré, mais aussi sur des maladies comme la tuberculose, les maladies psychiatriques, où on constate, toutes choses égales par ailleurs, que les personnes qui viennent des quartiers populaires sont plus fortement, par exemple, mis en rétention, c'est le cas de le dire, dans des services spécialisés psychiatriques, sans qu'il y ait l'accord de leur part. Et d'ailleurs, pour dire les choses clairement, je vais y revenir, parce que ici, on va mettre les pieds dans le plat, mais pas comme Zemmour, on va essayer de faire du sens. Oui, les prisons sont beaucoup plus fréquentées, entre guillemets, par des Noirs et des Arabes rapportés à la population, ce qu'ils représentent ici en France, mais pareil pour les hôpitaux psychiatriques. Et donc l'idée, c'était de voir par quel mécanisme tout ça pouvait fonctionner. Ce racisme institutionnel, il faut bien comprendre, je parle de la santé, il est loin de l'intentionnalité du personnel soignant. C'est vrai aussi pour l'école. Est-ce que l'école discrimine? On sait que l'école, on n'a pas le même destin scolaire si on est un garçon ou une fille, si on est une femme ou un homme. Le destin scolaire n'est pas du tout le même, et donc on a des discriminations genrées construites par l'école elle-même. Très clairement, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai dans le domaine de la santé, hein, la dimension de genre, hein, ça devait déjà étudier. Je donne un exemple parmi d'autres. Quand une femme arrive dans un hôpital en se plaignant de douleurs le long du bras, une symptomatologie qui pourrait penser par exemple à des infarctus ou à ce qu'on appelle de l'angor, etc., plus fortement, les médecins y voient une dimension de somatisation, de douleur, etc., etc. Alors que quand c'est un homme, ils vont tout de suite aller voir le cœur. Et donc l'approche n'est pas la même. Et il ne s'agit pas de dire que les médecins sont sexistes en tant que tels. Par ailleurs, ils le sont. Dans une société patriarcale, c'est très compliqué de ne pas l'être. Hein. Il faut faire un travail de déconstruction en continu. Mais ce que je veux dire par là, sans qu'il y ait une intentionnalité, il y a un regard et un traitement totalement différents selon le genre. Ce qui est vrai, alors c'est là où c'est extraordinaire. Beaucoup de gens s'accordent pour dire oui, sur le genre, on est d'accord. Même les destins scolaires ne sont pas les mêmes, on est d'accord. Je ne rentre pas dans les détails, il y a des études qui ont été faites, et je propose qu'il y a des féministes qui veulent prendre la parole sur ces questions-là. C'est open bar parce que ça mérite d'être dit et redit. Mais quand on aborde la même chose concernant ce qu'on appelle la race, et quand je dis race, qu'on se détende ici, c'est pas la race au sens biologique du terme, d'accord? On a tous fait le deuil de ça, on n'est pas, nous, on est pour la déracialisation de la société, hein, très clairement, et on parle ici de race comme, d'abord on ne dit pas au pluriel, nous on dit la race, hein, c'est pas les races, dès qu'on dit race au pluriel, déjà là, tu peux tourner les talons et te sauver, ça craint. Quand on dit la race, on parle de construction sociale. Voilà, et voilà Jessica, salut. Et on claque comme ça, voilà, Jessica Koubé, qui tout à l'heure prendra la parole. Et vous verrez pour nous annoncer, comme tu dis, une bonne nouvelle et une bataille qui vient d'être gagnée, mais pas la guerre, pour reprendre tes mots, Jessica. Et donc nous, on dit évidemment la race, pas les races, et la race comme processus de construction sociale, d'accord? Bon, c'est très simple. Être noir, être arabe, être tzigane, être rome, il ne s'agit pas ici de parler de la couleur de peau, ce n'est pas le degré de mélanine. On parle de statut social. De la même manière que quand on est femme, bien évidemment, on peut discuter de la question du genre, etc. Mais on parle bien, quand on parle de discrimination, on parle du statut social qui est fait. Et lorsqu'on est noir, arabe, tzigane, asiatique,
eh bien, et blanc, on a, dans une sorte de verticalité qui peut se mouvoir, qui peut changer dans le temps, eh bien, on occupe certains espaces. Voilà, certains sont plus en haut qu'en bas, d'autres sont plus en bas qu'en haut. On n'est pas obligé de parler de privilèges, mais toujours est-il que certains se font plus contrôler par la police quand on est noir et arabe, 20 fois plus que les blancs. Ça, pour ceux qui ont du mal à se détendre autour de vous, hein, du barbecue, machin, etc., vous envoyez ça dans la gueule, ça calme direct, voilà. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire blanc parce que blanc, on n'est pas dans un rapport de culpabilité, nous, l'aspect moral. Même si on dit que dans l'antiracisme politique que nous défendons, il y a de la morale, mais on ne réduit pas l'antiracisme politique à la question de morale. Il ne s'agit pas de parler de ton intentionnalité, mais quand tu es blanc ou blanche, eh bien, tu as un traitement différencié, totalement différencié, dans l'ensemble des secteurs de la société. Et la préoccupation qu'on avait avec Olivier, le co-grand maison, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait, d'un certain point de vue, rendre ça le plus objectif possible. Quand je dis objectif, je m'explique. Les subjectivités dans les quartiers populaires, vous allez dans les quartiers populaires à Marseille ou ailleurs, ils vous parlent des contrôles policiers. Nous, on n'a rien à leur apprendre. C'est eux qui nous apprennent, d'accord? Ils savent ce que c'est que des discriminations faciales, ils savent ce que c'est que le racisme structurel de la police, je reviendrai dans un instant. Mais il fallait, malgré tout, mener la bataille scientifique. Quand je dis scientifique, on assume pleinement qu'il y ait des enquêtes, qu'il y ait des chiffres, qu'il y ait des rapports. Je donne un exemple. Avec Fabien Jobard, chercheur au CNRS. Le mec, il est bardé de trucs, voilà, légitimité de ouf, pas moi. Moi, je suis prof dans un quartier populaire, machin, etc. Mais tu vois, chercheur au CNRS, Fabien Jobard, déjà, t'écoutes. Nous, pas obligatoirement. Et celui qui vient du quartier, tu l'écoutes encore moins. Je dis ça pourquoi? Parce qu'actuellement, par exemple, il y a une enquête qui vient d'être ouverte, c'est tout chaud d'aujourd'hui, par 6 organisations, une plainte collective avec Slim Ben Achour, qui est un avocat qui suit les violences policières, une plainte collective contre l'État français sur le contrôle aux faciès. Donc, depuis quelques années, on en parle. Mais entre nous, c'est quand même pas une dinguerie. Les jeunes dans les quartiers, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'ils le gueulent sur tous les toits, qu'ils se font contrôler, qu'ils se font tabasser, qu'ils se font insulter, traumatiser. Dans ma ville à Argenteuil, il y a 2 jours, voilà, j'ai dû revenir ici, mais sinon on se serait mêlé évidemment, mais on suit l'affaire de près. Un jeune, voilà, 19 ans, qui a reçu 28 coups de taser en à peine 10 minutes. Un coup de taser, c'est 50 000 volts. Voilà, 28 coups de taser, ça s'appelle de la torture dans le commissariat d'Argenteuil, parce qu'Argenteuil, nous, on a la palme des flics par ailleurs. Hein. Je viens d'Argenteuil et je peux vous dire que, franchement, ils font du zèle. Tout ça parce qu'ils ont retrouvé sur son téléphone portable la photo d'un flic de la BAC d'Argenteuil qu'on connaît, qui était en barésie. Voilà, soirée, machin, enfin soirée ce qu'ils veulent, on n'a rien à carrer, mais comme ils l'ont vu, eh bien, ils l'ont défoncé, mais ils l'ont défoncé, le jeune en question de 19 ans est totalement traumatisé. Ce que je veux dire par là, c'est très important pour nous, c'est que ces subjectivités-là, ces histoires dites par les premières victimes, elles sont souvent mises de côté, et on écoute, je le dis, et je m'inclus dedans, eh bien, des gens qui écrivent des bouquins, des sociologues, etc. Et c'est très bien qu'on le fasse, et des journalistes, c'est très bien, mais on n'oublie jamais que ceux et celles qui sont les premières victimes de ces oppressions structurelles, sont évidemment celles qui dénoncent depuis très longtemps et qui sont parfois même invisibilisées. Donc cette plainte collective, très bien, bienvenue au rendez-vous. Simplement, c'est du quotidien. Et avec Fabien Jobard, on voulait mettre en évidence, à partir de chiffres, comment se fait-il que la police contrôle plus les Noirs et les Arabes, etc. etc. Alors vous savez, il y a eu une plainte d'un Stop Contrôle aux faciès à attaquer l'État pour de contrôle aux faciès, justement. Ils ont gagné, il n'y a aucun doute là-dessus. À l'époque, Valls a même fait un recours. Ils ont regagné. Valls, c'est un multirécidiviste, mais bon, il n'y a pas de souci, nous aussi. Et donc, on a gagné à plusieurs reprises. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que dit le juge. Il dit, oui, en effet, l'État a contrôlé aux faciès et, de ce point de vue-là, mérite d'être condamné. Mais dans le même temps, il dit, noir sur blanc, qu'il y a nécessité pour la police de contrôler plus dans certains territoires français que dans d'autres territoires, et notamment, il précise, les territoires où il y a une délinquance connue. Autrement dit, noir sur blanc, la justice, tout en condamnant les contrôles aux faciès, légitime qu'il puisse y avoir une sorte de territorialisation où la marge de manœuvre des policiers est beaucoup plus grande. Et de ce point de vue-là, vous pouvez compter sur eux, ils ont entendu l'appel, et donc ils vont contrôler beaucoup plus dans certains quartiers que dans d'autres. On pourrait
c'est pas le débat, c'est trop long, ça va nous mener loin. Mais regardez où est-ce que ça consomme du shit. Je prends le shit, par exemple, on pourrait prendre n'importe quel produit illicite, je dis illicite aujourd'hui, et évidemment les quartiers les plus bourgeois, les plus bobos, là où la consommation d'ailleurs est très très forte, sont même moins contrôlés que ceux et celles où parfois on consomme beaucoup moins, parfois où on vend beaucoup plus, on le reconnaît sans aucun doute, mais enfin ça fait partie des systèmes qui se mettent en place, et on a bien sûr des quartiers qui vont être plus contrôlés. Résultat des courses. Regardez, la mécanique, elle est juste magnifique. C'est que, évidemment, on va repérer des infractions plus à certains endroits, puisqu'il y a beaucoup plus de contrôle qu'à d'autres endroits. C'est quasiment mathématique. Bon. Et quand on regarde le circuit avec la justice, ça c'était la police, la justice, donc il y a un chapitre là-dessus, je ne peux pas tout vous dire, et y compris vous pourrez le lire, et si vous ne pouvez pas le lire, bah, vous le prêtez, machin, parce que voilà, on fait ce qu'on peut, le prix il est ce qu'il est, donc nous on invite à lire à plusieurs, etc. Bon, moi à certains endroits, je propose même de le voler à la FNAC. Bon, alors, si vous voulez, ce dont on s'aperçoit, c'est que alors pareil, des études faites sur des milliers de cas, hein, ce sont des sociologues qui ont bossé là-dessus. Lorsqu'on est étranger ou SDF, je dis bien ou sans domicile fixe, étranger ou sans domicile fixe, eh bien, on a 3 fois plus de paraître devant le juge en comparution immédiate. 5 fois plus en détention provisoire. Pour les mêmes faits, hein, quand on est immigré ou SDF. Je les mets dans le coup parce qu'il n'y a aucune raison de focaliser uniquement sur ce qu'on appelle la race socialement construite, mais y compris au regard aussi du statut social parce qu'on n'a pas de logement. Et la conséquence de ça, c'est que quand on arrive devant le juge en comparution immédiate ou en détention provisoire, on a 8 fois plus de 8 fois plus de risque de faire de la prison ferme pour les mêmes faits. Autrement dit, dans cette mécanique police-justice, pour les mêmes faits, il y a une racialisation au bout d'un moment. Alors après, ça c'était police-justice, je vais finir la boucle. La boucle, je la termine avec les flics et Zemmour. Zemmour qui dit, regardez, il y a plus de Noirs et d'Arabes en prison, regarde la population. Ben oui, ben évidemment, nous on t'explique pourquoi, mais d'après Valls, il ne faut pas trop expliquer, sinon légitime, c'est toujours pareil. Mais surtout, les policiers disent de la même manière, vous voyez bien que les Noirs et les Arabes sont plus en prison, donc ils sont plus susceptibles de commettre des méfaits, ce qui nous invite à contrôler davantage, et la justice aussi, à contrôler davantage dans certains territoires que dans d'autres. Et là, on a une spirale, évidemment, j'ai envie de dire négative, qui n'est pas du tout vertueuse, où les mêmes personnes sont contrôlées régulièrement. Je vous passe la qualité des contrôles. C'est-à-dire qu'on le sait que lorsque les contrôles policiers qui sont une atteinte à la dignité, qui ne débouchent sur rien, mais dont on sait par ailleurs que l'essentiel des personnes qui meurent entre les mains de la police, ce sont des personnes qui ont été contrôlées. C'est pour vous dire à quel point il y a un lien de causalité. Et évidemment, Jessica prendra la parole tout à l'heure pour en parler de son histoire et de son combat extraordinaire. Et donc, on a donc des meurtres, on peut le dire comme ça, des meurtres dans les mains de la police, clairement, qui font suite à des contrôles. Vous voyez, police-justice, pour parler de ce racisme institutionnel dans la santé, racisme institutionnel, police-justice, et j'aimerais, il y en a d'autres, hein, aborder celui de l'école. Je suis prof, ça c'est un accident de parcours, comme disait Bourdieu, je ne suis pas obligatoirement très à l'aise, lui disait dans ses ponts, parce qu'il avait l'impression d'avoir ses bottes, parce que fils d'agriculteur, quand il était devant son amphi, mais indépendamment de ça, la question était la suivante. Est-ce que l'école discrimine en fonction de la race? Dire ça à Blanquer, c'est une insulte. Hein. C'est-à-dire que le même Blanquer qui nous disait, tous ceux qui, c'était il y a quelques semaines, ceux qui nous différencient en fonction de la couleur de la peau nous mènent vers le fascisme. Bienvenue Blanquer. Parce que justement, on est dans un système qui nous différencie en fonction de la couleur de la peau, et on est quelques-uns à penser qu'il y a une sorte de fascisation qui est en route. On reviendra aussi sur le terme fascisation comme processus. Bien évidemment, il ne s'agit pas de dire que la France est fasciste, ce serait totalement absurde, enfin à mon sens en tout cas, de le dire. Mais la fascisation comme processus, oui, et ce vers quoi ça nous mènera, on verra bien. Mais ceci dit, j'y reviendrai sur la question des migrants et des migrantes. Eh bien, la question donc était sur l'école. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que, c'est vrai d'ailleurs à Marseille, je montre ici deux études, enfin plusieurs études. Les études faites par Felouzi, qui a travaillé sur, de mémoire, 40 000 élèves
Donc, il n'a pas travaillé sur son voisinage. 40 000, c'est une cohorte en sociologie. Hein. Ça va, tu as de la matière. Sur 40 000 élèves, une autre étude faite par 2 sociologues femmes qui ont travaillé sur des milliers d'élèves à Marseille. Des études faites par le CNESCO, qui est un truc d'État. Hein. C'est-à-dire, c'est pas nous, c'est pas les gauchistes énervés. C'est un truc d'État qui a travaillé sur ces questions-là. Aussi, PISA. PISA, c'est une sorte de grande enquête sur le niveau des élèves au niveau, en comparant les différents pays d'Occident, etc. Et ce qui ressort de ça, c'est quoi? Ce qui ressort de ça, c'est la chose suivante, c'est que lorsqu'on est immigré ou issu de l'immigration, les destins scolaires ne sont pas du tout les mêmes. Et les ressorts, là aussi, sont multiples. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a une intentionnalité raciste chez les profs. Ce n'est pas ça notre problème. Il peut y avoir des profs rastos par ailleurs, etc. Et bien évidemment qu'il y en a. Mais ce n'est pas ça le sujet. La question, c'est quand tu es un enfant noir, quand tu es un enfant de Zigane, et je vais commencer à parler de Zigane, ce sont des milliers d'enfants qui sont écartés du système scolaire. Pour ceux et celles qui travaillent avec les associations d'aide aux Tziganes, aux Roms, ce sont des milliers d'enfants, 6 000 enfants, qui, arrivés à 16 ans, n'ont pas mis un orteil dans le système scolaire malgré leurs demandes répétées, d'accord, à cause de tous les blocages institutionnels. Donc je parle d'eux volontairement, pour commencer, mais les autres questions qui ne sont pas annexes, qui sont liées, est-ce que quand on est noir, arabe, etc. Et là, encore une fois, je vous le dis comme je le pense, j'ai voulu ouvrir ce chapitre en parlant non pas de nous, les militants, les militantes, les sociologues, etc., mais des élèves du lycée Fédère à Épinay, dans le 93. Ces élèves, lycée Fédère, écrivent une lettre au ministère de l'Éducation nationale et disent, le titre c'est « Sommes-nous français comme les autres ?» Et ils racontent leurs conditions de travail dans leur bahut, et les conditions de travail, entre guillemets, les conditions aussi d'échec, et comment, finalement, ils sont déterminés, surdéterminés, pour rater leur scolarité. Cette lettre-là, elle a été publiée dans Le Monde, vous pouvez la trouver sur Internet, et encore une fois, d'après moi, c'est beaucoup plus conséquent que le chapitre sur lequel je me suis pensé. Pourquoi? Parce que, mais vous imaginez, ce sont des élèves qui vont décortiquer. Ils vont aller voir les chiffres. Et ils vont se rendre compte, à partir des travaux qui ont été effectués, que l'État de droit donne moins d'argent à eux, en tant qu'élèves du 9-3, du 93, que des élèves du lycée parisien. Alors comment ça marche tout ça? De manière assez simple. On le sait tous, qu'il y a une ségrégation spatiale, c'est-à-dire qu'on n'habite pas au même endroit en fonction de notre porte-monnaie. Ça, on le savait. Il y a des quartiers bourgeois, il y a des quartiers prolos, il y a des quartiers très prolos de grande relégation sociale. Mais ce que l'on sait moins, c'est que l'indice de ségrégation dépend aussi, pas simplement de ton porte-monnaie, de la dimension socio-économique, elle dépend aussi de la race, encore une fois, la race au sens construite socialement, qu'on s'entende bien. Autrement dit, si les pauvres se retrouvent dans certains quartiers, les Arabes et les Noirs seront surreprésentés dans certains quartiers pauvres que dans d'autres. Autrement dit, qu'on se comprenne bien, il y a différents étages de ségrégation qui sont cumulatifs, hein, qu'on s'entende bien. Il y a des pauvres blancs, il y a des pauvres noirs et arabes, mais on a des quartiers où l'indice de ségrégation raciale sera plus important, plus conséquent que celui qui dépend uniquement de la dimension socio-économique. Et ce dont on s'aperçoit, plus grave encore, c'est que les établissements scolaires présentent un indice de ségrégation raciale plus important que le quartier. Vous savez que nos enfants vont à l'école en fonction de la carte scolaire, globalement. Je vais venir après et on peut faire des écarts. Donc, autrement dit, tu vas à l'école de ton quartier pour aller vite. Bon. Mais donc, a priori, on devrait avoir le même indice de ségrégation dans l'école et dans le quartier. Pour dire clairement les choses, s'il y a 30% d'Arabes et de Noirs dans un quartier, il devrait y avoir dans l'école attenante 30% d'Arabes et de Noirs. Ça va, c'est à peu près clair, je pense, voilà. Bon. Eh bien, ce dont on s'aperçoit, c'est que l'indice de ségrégation raciale est plus important dans certaines écoles que dans le quartier dont ils dépendent. Comment cela est-il possible? Eh bien, c'est possible à partir des années 2000, l'assouplissement de la carte scolaire, la mise en évidence, la mise en exergue des langues élitistes, des sections européennes, bref, un ensemble, le latin, le grec, etc., voilà, un ensemble de processus qui vont permettre à certains parents de ne pas mettre leurs enfants dans l'école, on va le dire tout de suite, hein,
la plus pourrie, parce qu'on va voir la dimension économique qui va avec, et vont le déplacer ou la déplacer ailleurs. Et évidemment, ceux et celles qui ont le moins de ressources, à la fois économiques, mais même pour comprendre les rouages du système de l'éducation nationale, ce sont bien sûr les plus paupérisés. Dedans, évidemment, il y a les Blancs, il n'y a aucun problème là-dessus, mais les Arabes et les Noirs, encore plus. Voilà. Je vous raconte une anecdote, ça me fait chier, c'est filmé. Mais ça concerne... Bon, j'ai jamais fait. Et celle-là, j'ai jamais fait parce que mon frère, il m'a dit, tu fermes ta gueule, tu racontes jamais ça, mais je vais le faire. Alors, mon frère, c'est le frère aîné, il habite à Marseille, là. Et alors, il est arrivé d'Algérie, donc il est arrivé d'Algérie, et chaque fois il me raconte ses histoires, il avait les chaussures de ses copains, le froc d'un tel, enfin, c'est la misère totale, passons. Bon. Et il fonctionne à l'école, mais c'est une dinguerie. Il arrive, 1 an après, c'est le premier de la classe. Ce qui fait que nous, il y a 8 enfants derrière, hein, et il nous a mis une pression de malade. C'est-à-dire que nous, on s'est pris des tartes toute la vie, parce que monsieur, il a fait du zèle, par exemple. Alors, premier de la classe, et jusqu'au lycée, jusqu'au bac. Et le proviseur convoque mon père. Mon père déteste être convoqué par l'école. Comme ça. Dès qu'il y a une convocation, déjà, il commence à s'énerver. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Et donc, il va à la convocation et le proviseur lui dit, bah, écoutez, votre fils travaille tellement bien que nous, on lui propose d'aller à Louis-le-Grand. Mon père regarde le proviseur avec un aplomb qui lui appartient à moi, il est parti maintenant. Il dit, écoutez-moi bien. Moi, celui-le-Grand, je ne le connais pas et je ne veux pas le connaître. Mon fils, il va aller en Algérie, il va faire des trucs, etc. Bon, ça c'est l'autre histoire, je lâche pas là, parce qu'il m'en voudra encore plus. C'est pour dire que le fameux Louis-le-Grand, les rouages, pour ceux qui ont des enfants au lycée, là, Parcoursup, là, tu vois comment tu te casses le cerveau, d'accord? Enfin, on fait des études pour orienter tes gamins, mais c'est pareil aussi au niveau du collège et tout ça, c'est des dingueries. Bon, voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a une ségrégation plus forte en fonction de la couleur de peau que dans le quartier lui-même. On pourrait se dire d'un certain point de vue, moi je vous dis, je le pense, après tout, être dans un bahut où il y a beaucoup d'Arabes, Noirs, c'est pas un problème en soi, c'est pas grave ça, c'est pas un souci d'être parfois dans l'entre-soi. En tous les cas, c'est pas moins un souci que ceux qui sont les quartiers des bourges qui sont dans l'entre-soi. Le problème fondamental, c'est pas celui-là. Le problème, c'est que les écoles reçoivent moins de fric. C'est qu'elles reçoivent moins de moyens que ce que l'État de droit donne aux autres établissements scolaires. Dans ces établissements-là, les professeurs sont plus jeunes qu'ailleurs. Donc, ils coûtent moins cher. Ils sont moins bien formés. Ils sont moins bien formés et parfois, c'est compliqué d'arriver dans des quartiers très paupérisés où c'est pas facile de comprendre l'école et comment ça peut fonctionner. Donc, les conditions ne sont pas obligatoirement très simples. Avec un absentisme très important. En Seine-Saint-Denis, on est capable d'évaluer entre la 6e et la terminale. C'est une année de scolarité qui a manqué à certains élèves parce que il y a eu beaucoup d'absentisme. Vous imaginez ce que ça veut dire en termes d'acquis. Bon. Et tout ça, ça obère des réussites derrière. Vous voyez, on n'est pas dans la dimension intentionnelle du racisme. Mais du coup, on va avoir des Noirs et des Arabes qui vont plus bégayer à l'école. Quand je dis plus bégayer, fin du collège, un tiers de ceux et celles qui sortent sans le brevet, d'Afrique subsaharienne, Maghreb, etc., sortent du collège sans le brevet des collèges. 30%, c'est énorme. On sait bien du coup que la diplomation, le diplôme, n'est pas le même en fonction de ta couleur de peau. De la même manière que l'école discrimine en fonction du genre, elle discrimine aussi en fonction de la race. Alors il y a eu une massification, c'est vrai, mais on va retrouver, il y a beaucoup plus d'enfants de Noirs et d'Arabes qui obtiennent leur bac, mais plus des bacs professionnels, des bacs après technologiques, et ensuite des bacs généraux. Mais donc c'est plus compliqué. Alors après, dans les bacs généraux aussi, il y a évidemment le top, sur ce qui paraît, c'est le bac S, etc. Il y a des hiérarchies, on le sait bien tout ça. D'accord? On sait très bien tout ça. Et donc on voit bien que les plus paupérisés, et parmi les plus paupérisés, les Arabes et les Noirs, vont subir des discriminations plus importantes à certains endroits qu'à d'autres. Et donc les trajectoires scolaires ne vont pas être les mêmes. Et parfois, on peut même le dire, à niveau scolaire égal, eh bien, les trajectoires ne sont pas les mêmes. Je le dis avec d'autant plus de certitude que Parcoursup, vous le savez, c'est lycée, quand on a le bac, après on fait Parcoursup, on arrive en fac. Parcoursup, les universités, les grandes écoles utilisent des algorithmes qu'ils n'ont pas voulu rendre publics, d'accord, hein, c'est Pegasus, mais en mode éducation nationale, qu'ils n'ont pas voulu rendre publics, où ils discriminent les élèves en fonction du lieu de l'école, et donc du lieu d'habitation. Et comme on sait qu'il y a une ségrégation raciale, aussi dans le bien sûr social, mais aussi raciale, et certains établissements, eh bien, on a comme ça des élèves qui nous disent « Est-ce que c'est mon patronyme ?»
Est-ce que c'est parce que j'habite Argenteuil? Est-ce que, etc. Alors que les notes sont au top, évidemment, mais certaines études vont leur être interdites, plus, en tous les cas, qu'à d'autres. Et ça, bien évidemment que ça crée du ressentiment. Vous comprenez pourquoi on utilise le nous d'arabe et de noir. Mais ce nous, c'est un autre chapitre qui est consacré ici, sur le fameux communautarisme. Parce qu'il y en a eu des gros mots depuis quelques temps, hein, islamo-gauchiste, communautariste, etc. Le fameux communautarisme. Qu'on s'entende bien, c'est Saïd Bouamama qui l'écrit. Sur la santé, c'était Marguerite Cognet, je devrais dire à chaque fois les noms, parce que c'est 23 personnes magnifiques qui ont donné. Et Saïd Bouamama explique à juste titre que quand on habite dans tel quartier, c'est un communautarisme subi. C'est-à-dire les gens n'ont pas, c'est pas un entre-soi recherché, comme les Pinson Charlot, qui ont écrit pas mal de bouquins qui sont ici, où on a le ghetto du Gotha qui se retrouve entre eux. Ils se marient entre eux, c'est même incestueux, c'est dégueulasse. Mais non, mais de ce communautarisme-là, on ne parle jamais. On ne parle jamais de cela et de celle-là, évidemment, surtout pas. Évidemment, c'est toute la famille de Macron, toute la clique, ils ont les mêmes téléphones et tout ça, ils se retrouvent ensemble. D'ailleurs, on y reviendra parce qu'on va devoir parler ici politique et notamment de la gauche. Il faut qu'on fasse il faut qu'on parle. Il faut qu'on vide les sacs là, parce qu'il y a des choses très graves qui sont passées. Alors, évidemment, c'est un communautarisme qui est subi, mais on va devoir accepter quelque chose qui est très important, et c'est aussi abordé dans ce bouquin, c'est la fameuse non-mixité. La fameuse non-mixité. Rien que ça. La non-mixité qui a permis l'émancipation de tous ceux et toutes celles qui sont opprimés sur cette terre des États-Unis, en passant par le Sud global, par le monde occidental européen, qui a par ailleurs inventé la notion de race et de racisme. Et la non-mixité, ce sont évidemment les avancées féministes, ce sont les avancées des luttes noires américaines aux États-Unis. C'est l'idée qu'on veut se retrouver entre nous, pas pour être entre nous, mais pour pouvoir construire une stratégie politique, pour pouvoir se regarder sans avoir ce regard qui fait mal, qui vient de l'extérieur, dans lequel on est infériorisé. Il y a Sartre qui écrivait, dans la question juive, il écrivait à l'époque, pour vous dire, si les Juifs se retrouvent entre eux, en pleine période d'antisémitisme, si les Juifs se retrouvent entre eux, ce n'est pas pour être Juif parmi les Juifs, c'est pour être homme parmi les hommes. C'est-à-dire, quand ils se retrouvaient, ce que veut dire ça, entre eux, c'est qu'ils avaient mutuellement... Alors, bien sûr, homme, c'est un peu misogyne, il manquait les femmes dans l'affaire. Je suis d'accord que la formule n'est pas complète. Mais l'idée, c'est que quand ils se retrouvaient, elles se retrouvaient entre eux, entre elles, il y avait un regard d'horizontalité qui était posé, et pas des regards de verticalité. De la même manière, quand des groupes LGBT se retrouvent entre eux, et quand je dis LGBT, il faut séparer toutes les lettres de LGBT, parce qu'il y a des sous-groupes dans LGBT. Hein, pour moi, avec d'autres qui ont participé à des camps d'été non mixtes, c'est extraordinaire, hein, non mixte, c'est-à-dire que ne pouvaient participer à ce camp d'été uniquement ceux et celles qui étaient victimes du racisme. Après, à toi de voir. Mais dans ce camp d'été, il y avait des réunions non mixtes de personnes homosexuelles, racisés, qui ne voulaient pas les hétéros. Et puis à l'intérieur, il y avait... Non. Bon, et donc on avait comme ça les poubelles, et c'est tout à fait cohérent. Cette idée de non-mixité, on n'a rien inventé, ça existe. Et c'est propre à toutes les luttes d'émancipation concernant les femmes, les noirs, etc. etc. Et donc, évidemment, non-mixité, vous avez vu le procès qu'on a fait à l'UNEF, parce qu'ils ont parlé, ils ont mis en place une réunion de non-mixité. Et attention, nous, on ne dit pas comme certains d'ailleurs. La réunion de non-mixité, ce n'est pas simplement pour être à l'aise. On se sent mieux et bien, parce qu'on ne sent pas un regard de verticalité, d'accord? C'est pas que ça, c'est ça. Mais c'est aussi pour déployer une stratégie politique, hein. Frantz Fanon nous l'explique. C'est pour dire, voilà quelles vont être nos stratégies d'alliance, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va défoncer? À quoi on va s'attaquer? Quel va être notre calendrier politique et nos stratégies d'alliance? C'est vrai, encore une fois, à toutes les formes de mobilisation. Alors voilà, je voulais parler donc de ce racisme institutionnel, et puis en même temps, j'ai abordé ici les formes de résistance. Les résistances qui passent par la non-mixité. Il y a différentes formes de résistance, hein, bien évidemment. Françoise Vergès écrit dedans, par exemple, sur un autre chapitre, sur le féminisme décolonial, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un... Il y a, en fait, le en fait est de trop. Il n'y a pas un féminisme, mais évidemment des féminismes. Voilà. Et évidemment qu'on n'est pas féministe... quand on est blanc et quand on est blanche, ça ne renvoie pas à la même dimension historique et politique que quand on est noir, et quand on est arabe, et quand on est musulmane, etc. Ce qui ne veut pas dire... Là, c'est le procès qu'on nous fait régulièrement. Ah là 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 là, vous voulez casser la dynamique. Parce que quand on parle de non-mixité, quand on met en avant telle oppression
ou tel autre, eh bien, on casse la dynamique de la classe ouvrière, la dynamique classiste. Ça, pour les féministes qui sont dans la salle, c'est un truc qu'on a rabâché régulièrement, où on disait, écoute, en gros, ferme ta gueule. D'abord, c'est la lutte de classe. Et après, dans la société post-capitaliste, on verra les questions d'égalité homme-femme. D'accord, voilà. Hein, ça, c'est des choses qu'on a connues. Je dis comme ça parce que c'est ce qu'on nous dit à nous régulièrement. Et nous, ce qu'on souhaiterait, enfin, c'est pas ce qu'on souhaiterait. D'abord, on ne le souhaite pas. On ne demande pas l'autorisation. C'est la bonne nouvelle. On le met dans le paysage. Nous, on veut une horizontalité. On l'exige. Et d'ailleurs, on l'exige d'autant plus qu'un autre concept qui est abordé ici par Bentouami, Ouria Bentouami, c'est celui d'intersectionnalité. Ça aussi, Macron et tout, ils ne comprennent rien. C'est pas qu'ils ne comprennent rien, de toute façon, ils ne cherchent même pas à comprendre, ce n'est pas leur propos. L'intersectionnalité, quand il apparaît avec Kimberley Crenshaw aux États-Unis, c'est une juriste américaine, elle est libérale. Ce n'est pas une anticapitaliste, ce n'est pas son credo. Mais elle constate qu'à General Motors, il y a des femmes noires qui sont discriminées, non pas parce qu'elles sont femmes, c'est pas sans justice, elles ont perdu, qui sont discriminées non pas parce qu'elles sont noires, c'est pas sans justice, elles ont perdu, parce qu'il y a des hommes noirs qui n'avaient pas été discriminés, donc c'est pas la couleur de peau, c'est pas le genre, mais elles sont discriminées parce qu'elles sont femmes et noires, et tout est dans le « et ». Et le « et », c'est pas une discrimination plus une autre, c'est une imbrication des oppressions qui crée une singularité nouvelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es femme, tu subis des oppressions spécifiques. Quand tu es noir, tu subis des oppressions spécifiques. Et quand tu es femme et noire, ce n'est pas la somme de deux oppressions. C'est encore, il y a un effet de synergie des oppressions spécifiques en tant que telles. Et cette dimension de l'intersectionnalité, si on est d'accord, c'est ce qui existait à General Motors, ce qu'elle va démontrer, mais c'est ce qu'ont démontré les femmes d'Ibis Batignolles. Je ne sais pas si vous avez suivi cette lutte des femmes de l'hôtel Ibis Batignolles, qui sont des femmes de ménage, noires pour l'essentiel, parfois arabes, et qui se sont battues, bien évidemment, parce que pauvres, parce que femmes, parce que noires et arabes. Pourquoi je dis ça? Parce que c'était en pleine période du hashtag MeToo. Et la dinguerie dans cette affaire, évidemment que le mouvement hashtag MeToo est un mouvement un des mouvements de libération parmi d'autres, d'émancipation des femmes. Mais il se trouve que le secteur où il y a plus d'oppression faite aux femmes, c'est dans celui du ménage, de l'hôtellerie, etc. Et ce n'est pas obligatoirement celui qui a été le plus mis en avant. Eh bien, ces femmes noires de ménage, comme on dit au regard de l'occupation professionnelle qu'elles avaient, eh bien, se sont battues. Et la bonne nouvelle, vous avez vu que c'est une vie que ça s'est terminé par une victoire après plus d'une année et demie de lutte. Mais c'est vrai encore pour d'autres secteurs qui se sont battus là-dessus. Et je voudrais finir après sur... c'est le deuxième chapitre. Il y a 3 chapitres. Le premier, donc, c'est le racisme étatique. Donc, avec des chapitres, donc, racisme dans la santé, dans les marches de l'école, racisme au travail. Enfin, il est super, le bouquin. C'est vraiment, je vous invite à le lire. Il y a un deuxième grand chapitre, c'est celui que je vais aborder là, et le troisième, c'est celui des résistances. J'ai pas trop le temps, il faut pas que déjà j'ai pris trop de temps parce que c'est bien si on échange, mais on voulait que dans le chapitre des résistances, il y ait l'écrit. C'est-à-dire que quand on subit le racisme, eh bien on peut résister au racisme, et on doit résister au racisme par l'écrit, par les écrits. Voilà. Et on écrit, Kawthara Archi nous le montre bien, dans un territoire qui n'est pas obligatoirement le tien, mais dans le territoire de l'autre. Ce que tu écris, ce que tu produis n'est pas traité de la même manière que le traitement qui est fait encore aux autres. Donc, il y a un sous-chapitre sur l'écriture, mais y compris l'écriture sur le rap, chapitre aussi consacré sur la musique, et le traitement qui est fait aussi dans l'accueil, dans la perception, dans la construction de ce qui relève de la musique. Et une autre façon de résister encore, c'est encore un chapitre écrit par Walassi, Hakim Walassi, qui est chercheur au CNRS. Je ne dis pas parce qu'il est chercheur au CNRS, du coup c'est super, mais il se trouve qu'en tant que chercheur, il a eu du mal à rentrer au CNRS. Il a subi lui-même des discriminations. Donc je dis CNRS parce qu'on lui a fermé la porte et finalement il a réussi à passer par la fenêtre. Alors, Hakim Walassi explique comment par le sport, on peut lutter contre le racisme. Et quel est l'intérêt du sport dans les quartiers populaires et ailleurs? Comment nos corps sont appropriés, sont pris, sont colonisés par le regard de ceux et celles qui nous commentent. Voilà. Et donc, vous savez, il y a des théories raciales qui ont existé, qui persistent encore aujourd'hui. Hein, moi, j'ai encore entendu des profs de gym dire
oui, quand on est noir, la natation, c'est plus compliqué parce que la densité osseuse, etc. Juste ferme ta gueule. Bon. C'est des conneries monumentales. Bon. C'est des conneries monumentales. Mais il y en a encore qui sont sur cette... Et puis, mais aussi d'autres choses, cette idée qui a été construite, qui a été savamment et sauvagement construite, que les Noirs et les Arabes sont bien évidemment plus forts physiquement et moins doués intellectuellement. Bon. D'ailleurs, il manque un racisme, un racisme qui n'est pas abordé, enfin, un pan pour moi qui est important, mais il fait, je ne sais plus, il fait combien de pages il fait, il est déjà très lourd, mais il y avait ce qui relevait de la sexualité, évidemment. C'est-à-dire que le rapport à la sexualité n'est pas le même. Je dis ça parce que la construction des corps, quand on est noir, arabe, asiatique, blanc, etc., n'est pas le même. Et quand on est homme et femme, évidemment. Les femmes qui portent un foulard, etc., qui sont évidemment sous l'oppression mécaniquement de leur mari ou de leur père qu'il faudrait libérer, et qui arrive comme libérateur, le grand blanc, voilà, qui vient, et depuis la nuit des temps, Olivier Lecourt-Grandmaison a écrit d'ailleurs là-dessus, peut-être qu'ici il y a des livres d'Olivier, sans doute, d'Olivier Lecourt-Grandmaison, notamment sur son dernier bouquin concernant l'islam. Et je finis là-dessus, justement, c'est la transition, parce qu'il y a un deuxième grand chapitre sur ces racismes de peau. Et donc, il y a la négrophobie, il y a l'antiziganisme, il y a l'islamophobie, il y a l'antisémitisme, et il y a aussi un chapitre sur la blanchité, sur ce qu'il faut... Enfin, on peut en discuter. Nous, on dit qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. Pourquoi on dit qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc? Parce que le racisme, tel qu'on le définit... Après, on a le droit de changer la définition, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Mais il faut faire gaffe quand même. Parce que le racisme, c'est un rapport social de domination. C'est ça, le racisme. Et il n'y a pas de racisme anti-blanc parce qu'il n'y a pas de rapport social... Je parle en France, où les Blancs sont dominés. C'est-à-dire qu'on n'a pas, aujourd'hui, des institutions qui vont faire en sorte que les Blancs subissent des discriminations parce qu'ils sont Blancs. Si, encore une fois, il y avait un doute, va chercher un logement, passe à côté de certaines brigades, etc., etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la haine anti-Blanc, et il n'y a aucun problème, mais c'est ce que mais j'ai un trou, peu importe, c'est ce que certains appellent un racisme édenté, c'est-à-dire il n'est pas institutionnel, il ne mord pas, mais il y a bien évidemment de la haine anti-blanc. Mais donc, le racisme anti-blanc, c'est un contresens absolu. C'est comme le sexisme anti-homme. Tu peux dire que dans les violences conjugales, par exemple, un tout petit pourcentage des hommes peuvent en être victimes, des chiffres peuvent le montrer, bien évidemment, mais ça n'en fait pas pour autant un sexisme anti-homme, parce que le sexisme, c'est un rapport social de domination, et la société, elle est dominée dans une atmosphère patriarcale, en faveur des hommes, avec des avantages pour les hommes, et s'il y avait encore des doutes, les écarts de salaire, les violences faites aux femmes, etc., etc. Donc, d'un point de vue institutionnel, il n'y a pas de la même manière qu'il n'y a pas de sexisme anti-homme, il n'y a pas de racisme anti-blanc. Et vous avez vu, je le dis parce qu'en tant qu'arabe, c'est un peu compliqué. Quand on veut avancer certaines choses, pour certains, c'est « ouais, mais attends, t'es sur ton truc ». Alors, je triche un peu, et on s'appuie quelques-uns sur les acquis du féminisme et des luttes antisexistes pour faire comprendre, on essaye, pour faire des parallèles comme ça. Et d'un certain point de vue, ça légitime, enfin j'espère, mon propos. Mais en vrai, c'est nul, parce que je ne devrais pas être obligé de faire ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est bon d'entendre les Arabes et les Noirs exprimer ce qu'ils vivent dans leur chair et dans leur corps. Et comment, à la fois, ils le vivent à partir des subjectivités qui mènent vers un universalisme possible. Il ne peut pas y avoir d'universalisme si on ne parle pas des sujets en tant que tels. Et un universalisme, d'ailleurs, on peut dire un pluriversalisme, pas l'universalisme qu'on nous a vendu avec les Lumières. Mais il y a besoin d'aborder donc, ces subjectivités-là. Et c'est le deuxième chapitre. Et je finis là-dessus. Donc, je voulais vous parler juste de l'islamophobie. Et du coup, ça va me permettre de tacler un peu beaucoup de gens. Sur l'islamophobie, on a assisté ces derniers temps. Alors, il y avait les lois sécurité globale. Vous vous rappelez, on était tous vent debout, et il fallait. Loi sécurité globale, c'est des atteintes à nos libertés, il fallait tous être vent debout. Et puis, peu de temps après, on a enchaîné la loi sur le séparatisme. La fameuse loi pour la défense des valeurs, des principes républicains, les trucs, voilà. Quand on dit valeurs, quand on dit principe, tourne les talons, ça craint. Principe, hein, moi je dis à mes élèves, quand on dit principe, le principe, c'est la fin de la raison. Quand on dit le principe fondamental de la dynamique, c'est un truc de physique, mais je suis obligé de t'embrouiller parce que je suis prof de physique. Quand on dit principe fondamental de la dynamique, c'est un principe, voilà, qui fonctionne bien tant que l'expérience le prouve. Le jour où on fait l'expérience
le PFD, le principe fondamental dynamique, se casse la gueule. Un principe, il n'y a pas de démonstration théorique en amont. C'est posé. Voilà. Et si j'en parle, c'est parce que le principe, la charte des principes de l'islam de France, pour reprendre ce que les imams et autres ont dû signer, il y a un imam qui vient de se faire limoger là par un préfet, eh bien, ce principe-là, déjà, ça n'a pas de sens. Le principe de l'islam de France, déjà, c'est un contresens. Enfin, on ne comprend pas comment ça marche. Mais surtout, l'important, c'est l'article 9 de ce principe-là. Et je vais finir là-dessus en vous le lisant. L'article 9 dit... Donc, c'est la charte que doivent signer les imams musulmans et autres institutionnels liés à la religion musulmane pour pouvoir travailler. Ces actes, il parle du racisme anti-musulman, sont l'œuvre d'une minorité extrémiste qui ne saurait être confondue ni avec l'État ni avec le peuple français. Donc s'il y a du racisme anti-musulman, c'est une minorité extrémiste. Tu regardes du côté de Le Pen. Le mec, il prépare déjà les présidentielles. Mais ça ne peut pas surtout être l'œuvre de l'État. Dès lors, les dénonciations d'un prétendu racisme d'État, ça c'est nous. Il parle de nous, de vous aussi, quoi. Enfin, si vous voulez. Comme toutes les postures victimaires, j'adore la formule, comme toutes les postures victimaires, relèvent de la diffamation. Point, c'est extraordinaire. Point, elles nourrissent et exacerbent à la fois la haine anti-musulmane, ça veut dire que si tu dis qu'il y a du racisme d'État, ou que tu fais état en tant que victime de ce racisme institutionnel, c'est toi qui produis de la haine anti-musulman, et ça produit aussi, la haine de la France. Voilà. Alors moi je dis, quand on est capable d'écrire ça, on a défini, c'était la fin, enfin j'aurais pu commencer par ça, ce qu'on appelle nous l'islamophobie d'État. L'islamophobie d'État, c'est cette phrase-là. C'est dire que voilà ce que doit être un bon musulman, une bonne musulmane, un islam de France. Et là, l'État dit clairement qu'il ne peut en aucune manière produire de la discrimination raciale, et là en l'occurrence à l'endroit des musulmans et des musulmanes. Et tu es obligé de signer ça. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Alors ça, c'est la charte. Mais après, en lien avec ça, il y a eu la loi sur le séparatisme. Moi, j'appelle la loi sur le séparatisme. Voilà. Loi sécurité globale, rappelez-vous, hein, il y avait tout le monde au rendez-vous. Hein. Quand nous, on a voulu mobiliser, nous, musulmans, musulmanes, associations culturelles, etc., on était dans la rue hein, sur la loi sécurité globale. On était là. Hein. Sur la loi séparatisme, je vous assure, on a été peu nombreux. Pourquoi ? Parce que même dans les structures syndicales, qui sont nos amis, hein, d'accord ? On peut balancer des noms, il n'y a aucun problème. Mais que ce soit au sein de la CGT, de Solidaire, etc., je ne parle pas obligatoirement des directions, je ne parle pas de ceux et celles avec qui on travaille, mais beaucoup ne sont pas terminés, parmi les militants et militantes syndicaux, ne sont pas terminés sur l'islamophobie. C'est très simple. D'ailleurs, sur le sexisme, pareil. Tu peux être militant CGT, ça ne veut pas dire du tout que tu as compris qu'au bout d'un moment, quand il y a 8 mecs qui viennent de prendre la parole à tour de rôle, etc., et qu'une femme, on ne l'entend pas ou on lui coupe la parole, tout ce que vous connaissez très bien, eh bien, ce sexisme structurel dans les organisations syndicales, et c'est normal, quand je dis normal, les syndicats, comme n'importe quelle institution, sont traversés par toutes les discriminations, par toutes les représentations, eh bien, sur la loi séparatisme, eh bien, ça a bégayé. Je vous le dis franchement, on le dit très calmement, ça a bégayé. Il y a des organisations qui n'étaient pas au rendez-vous. C'est pas pour rien qu'au Sénat, toute la gauche a voté la loi séparatiste. Au Sénat, toute la gauche, avec la droite, bien sûr. Quand je dis la gauche, la France insoumise n'est pas au Sénat. Après, il y a eu des débats à l'Assemblée nationale, et là, il y a eu des retournements, des choses qui sont faites, et les choses ont plutôt évolué positivement. Mais qu'on s'entende bien. Donc, sur la loi séparatisme, vous voyez, il y a beaucoup d'amertume. Et je dis pourquoi, et vraiment, je finirai là-dessus. Sur le mot de ce par quoi j'ai commencé. Ça, c'est un bouquin, mais c'est un bouquin entre des réalités, des douleurs physiques subjectives et d'autres réalités de douleurs physiques et subjectives, et je vais finir par celle-ci. Quand vous avez un enfant qui, lorsqu'il passe à table, dit juste « Bismillah », parce que dans sa famille d'origine, quand on va manger, certains disent « Bon appétit » et d'autres disent « Bismillah », ce qui signifie, c'est un remerciement, en quelque sorte, à Dieu pour ce repas. Quand cet enfant-là, qui n'a pas l'âge de comprendre la société dans laquelle il est interpellé par des instituteurs pensant bien faire, avec toute la bonne intentionnalité du monde, se retrouve interpellé, les parents convoqués. Et on l'a vu, je vous assure, qu'après les attentats terroristes,
des enfants se sont retrouvés dans des commissariats à l'âge de 10 ans. Parce qu'ils ont eu le malheur simplement de dire ce qu'ils pensaient, et ça n'avait strictement rien de grave, mais tout de suite l'interprétation du terroriste potentiel qui sommeille chez l'enfant existait, un vieux délire. Voilà. C'est cette idée essentialiste. Je le dis avec émotion, je vous dis pourquoi, parce que c'est du vécu autour de nous, et c'est très très douloureux. Parce que on peut se battre, et on est très fort, on a du cuir. Mais quand il y a un enfant qui vous tire par le bas de la chemise et qui dit pourquoi, eh bien ça fait très très mal. Et ce racisme-là, qui s'ancre dans la peau de ceux et celles qui sont très très jeunes, ça fait évidemment des dégâts. Ça fait beaucoup d'amertume. Et évidemment que dans cette atmosphère-là, eh bien oui, on peut, vous comprenez, j'en finis avec cette fameuse non-mixité, dans un entre-soi qui peut apaiser les cœurs, les peines, les âmes, les peaux, eh bien, on puisse s'y retrouver parfois. Alors ça, c'est la dimension, on l'assume, totalement subjective, la dimension de l'âme, quand on lutte contre les violences policières, on assume les larmes, mais on assume aussi les points. Et donc, peut-être que Jessica, dans la discussion, tu pourras dire un mot de votre bataille, mais de la tienne en particulier, pour ton mari largement. Voilà. Merci. Donc moi, je m'appelle Jessica, j'ai 37 ans. Le père de mon fils, mon mari, a été tué il y a plus de 6 ans maintenant, par clé d'étranglement, gare du Nord, dans un bar près de la gare du Nord à Paris. Donc Amadou se trouvait dans ce bar, il est arrivé dans un état normal et quelques minutes après, une crise d'angoisse lui est montée. Il avait peur de tout, il se sentait persécuté, on ne sait pas pourquoi, il n'arrêtait pas de dire on va me tuer ce soir. De là, le barman a appelé la police et la police est intervenue. Ils sont arrivés à 3 équipages pour un homme. Et en fait, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils n'ont pas ouvert le dialogue avec Amadou, ils n'ont pas cherché à l'apaiser. Ils ont directement employé la force, ce qui a totalement déstabilisé Amadou, puisqu'il était déjà dans un état de peur. D'ailleurs, quand ils sont arrivés dans le bar, sa parole a été « c'est bon, vous allez me tuer ce soir ». De là, un policier a voulu l'agripper, il a certes, par peur, et comme les témoins disaient, il cherchait à se dérober, à se cacher. Il a enlevé son poignet et de là, il a utilisé la force et il lui a fait une première clé d'étranglement. Amadou s'est affaissé dans ses bras et de là, ils ont sauté à 3 sur lui. Il a procédé à une deuxième clé d'étranglement et ils l'ont maintenu pendant 6 minutes 30 au sol. Ils l'ont menotté, pieds et mains liés. Ensuite, ils ont appelé un car. Alors, allez savoir pourquoi, puisque plusieurs voitures étaient à disposition devant le bar, donc si il n'était pas déjà mort, pourquoi appeler un car? Ils l'ont transporté dans ce car comme un vulgaire sac de pommes de terre, comme ça, et ils l'ont jeté. Ils ne se sont jamais inquiétés de son état de santé, à aucun moment. Ça arrivé au commissariat, où, soi-disant, parce que pour moi, c'est que des soi-disant, ils ont ouvert le camion, ils sont montés en haut, ils ont été chercher le sac qui était nécessaire pour sa fouille, les papiers. Et c'est là, en redescendant, qu'apparemment, quand ils l'ont retourné, puisqu'il était à plat ventre depuis tout ce temps, ils se sont aperçus qu'il avait un filet de balle et qu'il ne réagissait plus. De là, ils appellent les pompiers, et au lieu de dire qu'il était inconscient, ils leur disent qu'ils ont un individu dans le camion qui a fait un malaise. De là, un équipage de pompiers arrive, sans se douter de la gravité des faits, enfin de l'état d'Amadou. Et là, les pompiers leur disent « mais c'est pas un malaise, il est décédé ». De là, le SEMUR est venu, ils n'ont même pas voulu toucher au corps, ils n'ont même pas voulu procéder à quelques actes de soins, puisque ça ne servait plus à rien pour eux. Et ils ont d'ailleurs voulu signer aucun papier, parce que pour eux, c'était une mort suspecte et criminelle. Donc Amadou n'est pas passé par un hôpital, il est directement allé à l'Institut médico-légal. Et c'est la première chose qui m'a interpellée d'ailleurs, pour me dire qu'il y avait vraiment quelque chose de pas normal qui s'était passé. Donc de là, on reçoit un coup de fil. Ça s'est passé à minuit. Il est décédé à minuit 30. Enfin, c'est une estimation. On reçoit un coup de fil à 8 h du matin. Et on nous dit qu'Amadou était mort. On demande, mais comment?
Ben, on ne sait pas, on a dû procéder à une arrestation et boum, il a fait un malaise. Plus rien. Et on nous raccroche au nez, quasiment au nez. Ma belle-sœur a appelé sans cesse toute la journée pour avoir des réponses, pour avoir des numéros, pour avoir des contacts, pour savoir où était Amadou. À 17h30, on a simplement un numéro de téléphone qui est le numéro de téléphone de l'Institut médico-légal. On appelle l'Institut médico-légal. Mon premier réflexe a été aussi de regarder sur Internet ce que c'était que l'Institut médico-légal. Et là, j'ai vu mort suspecte et criminelle. Donc déjà, ça m'interpellait. De là, l'Institut médico-légal me dit écoutez, vous pouvez venir justement, on attendait votre appel, vous devez venir faire une reconnaissance du corps. Être sûr que c'était bien Amadou Koumé. Donc à 9h, je suis allée à l'Institut médico-légal. Et là, c'était bien Amadou, enveloppé dans un drap blanc. On voyait que son visage. Et je me suis aperçue, puisqu'on me l'a présenté derrière une vitre, et bien sûr, la face qui n'était pas abîmée. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai vu que l'autre côté était boursouflé, alors qu'Amadou avait la peau très foncée et abîmée, tuméfiée. Donc j'ai demandé à ce qu'on me retourne le corps, qu'on me présente l'autre face. Et je ne me suis pas trompée. De la deuxième interrogation, il y a le médecin légiste qui rentre, qui me dit falloir sortir, on va procéder à l'autopsie. Et là, toujours, pourquoi, je ne sais pas, j'ai pris la photo de mon petit garçon et je lui ai dit, il a un garçon de 4 ans et demi, donc je veux que cette autopsie elle soit objective, dis-moi réellement ce qui s'est passé. De là, après l'Institut médico-légal, plus de nouvelles de personne. Le silence glacial, ce que j'appelle depuis longtemps le silence coupable. Je me rends aussi au commissariat, on refuse de prendre ma plainte sous prétexte qu'il y a une enquête préliminaire d'ouverte. À ce moment-là, je n'avais aucune connaissance dans le droit. Alors qu'importe, même si j'avais envie de porter plainte, je pouvais porter plainte. Donc je repars chez moi et avec toutes ces interrogations. Le temps passe, 1 mois, et il n'y a toujours rien. Et là, je commence à me dire que ce n'est pas normal. Je commence à faire des recherches sur Internet. Je tombe sur le collectif Aliziri, je tombe sur Urgence Notre Police Assassine, Amal Ben Tounsi. Et là, je décide d'y aller, quoi, et de me dire il faut que j'aille à la rencontre des personnes, voilà, qu'on m'aide, qu'on m'éclaire, en fait. Je viens d'une ville de 60 000 habitants qui n'est pas particulièrement touchée par les violences policières. Et je me suis dit j'ai besoin d'aide. Donc j'ai rejoint tous ces collectifs qui sont pour moi d'une utilité primordiale et d'une grande aide. Et j'ai aussi rencontré mon avocat, Maître Arneton, qui a décidé de prendre cette affaire à bras-le-corps et qui l'a menée, mais ça a été un combat juridique formidable. Je vous expliquerai où on en est aujourd'hui. Et de là, Maître Arneton a décidé tout de suite, il fallait attendre encore 1 mois, donc il a déjà écrit de saisir la presse, puisque chose que je n'avais pas faite, donc on est passé par le Parisien. Je n'avais pas l'autopsie, alors que c'était la seule pièce légale que j'avais le droit d'avoir en mot possession dans le cadre d'une ouverture préliminaire. Tout est resserré, vous avez le regard sur rien, juste l'autopsie vous est octroyée. Et là, l'autopsie tombe. Et œdème pulmonaire survenu dans un contexte d'asphyxie, de traumatisme facial et de traumatisme cervical. Donc là, je me suis dit, ils me l'ont tué, c'est clair. De là, on s'attendait, vu le silence glacial, personne ne voulait nous répondre, mon avocat essayait de rentrer en contact avec le parquet, on lui fermait les portes. On a tout de suite senti qu'ils allaient, excusez-moi de l'expression, nous la mettre. Voilà. Et on a anticipé les choses, on a constitué un dossier avec des preuves, d'où la photo que j'avais prise de son corps à l'Institut médico-légal. J'ai aussi des militants que je ne connaissais pas, Interfac, qui avaient lancé des appels à témoins autour de la gare du Nord, etc. Donc tout ça a pris, on a monté un dossier qu'on a pu transmettre au doyen des juges d'instruction. Il a fallu qu'on paye une caution, puisqu'on faisait travailler la justice. Et si on la faisait travailler pour rien, eh ben, on n'avait pas, voilà, on n'était pas remboursé. Là, aujourd'hui, on va l'être. Et on y allait, on y croyait. Et de toute façon, c'était clair, il nous fallait justice et la vérité. Donc, le doyen des juges nous a accordé un juge d'instruction qui a ouvert une instruction. Et là, la bataille a commencé. Donc, au départ,
C'était, oui, il était grand, impressionnant, il tenait des propos incohérents, il a fallu user de la force nécessaire pour le maîtriser, c'est de sa faute, voilà. Ils étaient totalement arrogants dans la procédure, mais franchement, j'ai un avocat qui est très très fort juridiquement. Et on a demandé tout de suite d'avoir les caméras de vidéosurveillance du bar, parce qu'on savait que... Et elles sont tombées, elles étaient horribles, c'est un véritable meurtre en direct. Et on a demandé à avoir la reconstitution des faits, et cette reconstitution des faits a été accablante pour eux, vraiment. Donc ils ont été mis en examen, celui qui a pratiqué les 2 clés d'étranglement a été mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort, sans intention de la donner. Et ceux qui l'ont maintenu au sol pendant 6 minutes 30 ont été mis en examen pour homicide involontaire. De là, entre la mise en examen et aujourd'hui, il y a du temps qui s'est écoulé. Ça a été une vraie bataille juridique. Le dossier s'est clos fin mars, le 1er avril. Je crois que c'était un poisson d'avril, mais non, ça s'est clos. Et il a été transmis au procureur. C'était vraiment le moment le plus tangible du dossier. Moi, je m'attendais vraiment à ce que le procureur me dise non-lieu. Non-lieu, encore une fois, et que je dois batailler avec la juge pour qu'elle maintienne ses accusations. Mais non, cette fois-ci, le procureur a décidé de renvoyer les policiers pour homicide volontaire. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur certaines choses, puisque j'ai demandé la violence volontaire pour celui qui a pratiqué les 2e clés d'étranglement, et sur ça, je serai intransigeante et je ne lâcherai pas. Ça sera mon combat là sur le prochain mois avec la juge d'instruction. Mais c'est déjà une grande victoire. C'est rare de voir dans ce genre d'affaires un procureur qui demande un renvoi. On les compte sur les doigts de la main. Mais ça a été vraiment un combat, un acharnement pendant 6 ans. Aujourd'hui, on a des policiers qui changent de cap. Ils sont passés par aussi le sentiment de dépression, on ne supporte plus le poids de l'instruction. Et là, aujourd'hui, on est sur des policiers qui avouent, qui disent qu'ils assument à 100% ce qui s'est passé, qu'il aurait dû être mis en position de PLS, qu'ils auraient dû se préoccuper de son état de santé. Voilà, aujourd'hui, ils avouent. Pourquoi? Parce qu'on les a serrés, on ne les a pas lâchés. Donc le combat, il est important. Quand Omar vous parlait d'une police qui contrôle les Noirs, les Arabes, mais aussi par classe sociale, oui, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de se payer un avocat, ni aussi de pouvoir s'instruire dans le droit pour aller au-delà de ce que eux, voilà, pour aller chercher ce qui nous revient de droit finalement, puisque ce qui se passe dans l'affaire d'Amadou, c'est simplement un rétablissement d'une procédure judiciaire qui aurait dû avoir lieu il y a 6 ans. Voilà. Mais ça, ils savent très bien et qu'on n'a pas forcément les moyens. J'ai eu un avocat qui m'a quasiment rien demandé en 6 ans. Et c'est grâce à ça que j'ai pu aller jusqu'au bout, vraiment. Et aussi tous les collectifs, ça a été important. À chaque fois que j'avais des avancées dans le dossier, qu'il fallait appuyer, j'ai fait des marches. Et pour moi, ça sert, puisque à chaque fois, bizarrement, 3-4 mois derrière, j'avais des réponses. Donc on a réussi à mettre une certaine pression à un moment donné. Et je pense que cette affaire gênait vraiment au plus haut point, puisque le dossier est vraiment très, très, très sale. Mais très, très sale. Il faut savoir que celui qui a pratiqué les 2 clés d'étranglement sur Amadou a été blâmé 2 fois pour usage disproportionné de la force, juste avant de le tuer, puisque son deuxième blâme intervient en 2015. Mais Amadou est mort en mars 2015, donc entre janvier et mars, voilà, il venait juste d'être blâmé. Et voilà, c'est ça aussi que je vais rapporter devant le tribunal. Il est important de condamner ces policiers, il est important de leur faire comprendre qu'ils ont fauté, puisque aujourd'hui il a été blâmé, on l'a relâché, on lui a permis de tuer Amadou, tout simplement. On lui a donné le permis de tuer, puisque l'impunité peut créer des monstres, et c'est dans les 2 sens. Autant des sens des familles qui se sentent dépourvues, qui ne peuvent pas se défendre, oui, la haine anti-flic peut monter, mais aussi dans l'autre sens où l'impunité donne de la toute-puissance. Donc l'impunité dans les 2 sens crée des monstres. Et tant que ce problème-là ne sera pas pris en conscience par l'État, par voilà, les institutions qu'il faut, voilà, quand il y a des violences policières, il faut admettre que ça arrive et il faut condamner les policiers à la hauteur des faits. Voilà, mais c'est un combat de 6 ans. Ils ont gâché 6 ans de ma vie pour aujourd'hui me dire oui, c'est vrai, on l'a fait. Voilà. Merci à vous de votre écoute. En lien avec ça, s'il vous plaît,
pour montrer la dimension institutionnelle du racisme par la police. On parle du racisme structurel de la police. Après, Cédric Chouviat, vous savez, celui qui a été aussi, qui a des étranglements, qui est mort. Castaner, à l'époque, a dit, oui, nous allons revoir cette technique et faire en sorte qu'elle disparaisse. Cette technique d'immobilisation, comme on dit, mais qui est une technique que beaucoup d'États américains ne pratiquent pas, que beaucoup d'États en Europe ne pratiquent pas, parce qu'elle tue les gens. La France, elle, l'enseigne dans les écoles de police. Donc il y a eu une sorte de petite reculade. Là, récemment, il y a quelques jours, les flics se sont mobilisés, et rétro-pédalage total, cette technique continuera à être utilisée, parce que les syndicats de police, évidemment, c'est l'État dans l'État, c'est ça le racisme structurel. Au-delà du flic qui doit être condamné, la question c'est que fait l'État, que fait la police structurelle. Eh bien cette technique-là continuera à être utilisée par la police pour interpeller, j'aime pas le mot en vérité, parce que ça tue des gens, c'est tout, ça tue, on le sait que ça tue. 2 minutes, ça y est. En 2 minutes, voilà. Voilà le racisme structurel dans la police, voilà, c'est ce dont on parle. On s'en fout que tel flic soit bien intentionné ou qu'il soit raciste, qu'il vote Le Pen, mais c'est pas notre problème ça. La question c'est l'institution policière, comme l'a dit Jessica, l'institution policière, comme l'a écrit d'ailleurs Amnesty International, est-elle au-dessus des lois? Et la réponse évidemment, non seulement elle est au-dessus des lois, mais même elle fait les lois. Et l'autre affaire en lien avec celle-là, c'est Ahmad Bentoutsi qui a gagné un procès aussi pour son frère Amin Lahmo. Eh bien, les flics se sont mobilisés fortement, et la dernière loi votée par le gouvernement socialiste avant que Macron prenne la relève, eh bien c'est une loi qui autorise les policiers à avoir les mêmes droits que les gendarmes, c'est-à-dire notamment à tirer sur une personne qui est en fuite, par exemple. C'est-à-dire ce qu'ils appellent la légitime défense, qui a été élargie de manière complètement ouf, et donc c'est encore un permis de tuer. Et ça, c'est suite à la bataille, encore une fois, d'Ahmad Bentoutsi et son équipe militante, je veux dire, et sa famille, pour faire reconnaître qu'elle a fait condamner, bien sûr, le policier qui a tué Amin Lahmo. Et Jessica, Ahmad, la famille d'Aliziri, la famille d'Adama Traoré, on peut tous les nommer. Ce sont devenus des militants qui n'étaient pas prévus au départ pour être militants, qui ont appris le droit, qui ont appris le médical. Comme par exemple, la famille de Lamine Dieng explique comment, les 2 sœurs expliquent comment leur frère a été tué. Eh bien, ils expliquent médicalement comment ça s'est passé. Et elles deviennent, enfin c'est surtout elles, deviennent des expertes en droit, en médical, etc. Et elles portent le combat. D'ailleurs, j'ai repris mes études de droit aussi. Voilà. Merci. De rien. Merci. Salut. Je me demandais pourquoi vous disiez, enfin j'ai une petite idée, mais pourquoi vous dites la société racialise, c'est-à-dire les sociétés racialisent. Bon. Il y a un truc dont je n'ai pas parlé, je suis désolé, il faut que j'en parle. Quand on parle de racisme d'État, il y a une déclinaison qui est très simple. Il y a un débat. Hein. On ne dit pas que c'est un État raciste, la France. Non, non. Ce n'est pas un État où il y a des lois racistes. Ce n'est pas l'apartheid. Ce n'est pas Israël qui a des statuts, où selon ta religion, tu as des statuts différents. On parle de racisme d'État, pas d'État raciste. Et la déclinaison directe du racisme d'État, c'est la politique qui est faite aux migrants et aux migrantes. Par exemple, si on avait un doute. Aujourd'hui, avec Frontex, qui sont les politiques européennes de police européenne, les migrants et les migrantes, avec Frontex, les embarcations, dès que Frontex voit, Frontex c'est une grosse machine, hein, 1,6 milliard d'euros. Dès qu'ils voient une embarcation qui quitte les côtes africaines, ils appellent les gardes-côtes libyens. Gardes-côtes libyens qu'ils ont formés. Il n'y avait pas de garde-côtes en Libye. Ils ont formé les gardes-côtes libyens. L'Europe a donné des bateaux aux gardes-côtes libyens, etc., etc. Un ensemble d'outils d'appareillage. Et les gardes-côtes libyens ramènent sur les côtes libyennes ces personnes migrantes. Ce qu'ils appellent le diamant noir. Ce sont des personnes d'Afrique subsaharienne. Pourquoi le diamant noir? Parce que y est exercé un crime contre l'humanité que tout le monde sait. Viol, esclavagisme, torture, etc., etc. Je vous invite à regarder sur Mediapart, il y a un témoignage d'une des femmes qui raconte dans ses... Comment s'appelle l'émission? C'est dans l'air, pardon, voilà. Non, pas c'est dans l'air. C'est connerie, c'est dans l'air. C'est à l'air libre. C'est dans l'air, c'est le truc plutôt réac. À l'air libre sur Mediapart. Et cette femme migrante raconte son cas.
Et donc, c'est extraordinaire. La France et tous les pays européens externalisent le traitement de la torture, externalisent les frontières, c'est-à-dire que l'Europe, voilà, ça, les centres de rétention, etc., sont en Libye, où il existe, il faut le dire clairement, dans des pays arabes, une négrophobie d'État. Parce que c'est ça l'histoire. C'est qu'il y a la négrophobie d'État, le racisme d'État n'est pas une caractéristique simplement des États modernes occidentaux. Il y a une négrophobie d'État. Quand je parle du diamant noir, c'est bien ça aussi. Et donc voilà, donc on peut parler de racisme d'État et même de processus de fascisation de ce point de vue. Et derrière ça, c'est quoi? C'est parce que la société telle qu'elle a été construite, hein, eh bien, il y a une racialisation de la société. Ça, c'est au niveau institutionnel et qui se traduit au niveau de la peau, au niveau individuel, par ce qu'on appelle une racisation. C'est la déclinaison à l'échelle des individus. Et pourquoi les raciser d'en bas? Parce que quand tu es blanc et quand tu es noir, tu n'as pas le même traitement. Et tu as un traitement de défaveur et un traitement, je ne vais pas dire favorisé, les gens n'aiment pas ça. Le fait de ne pas être contrôlé par la police, a priori, ça ne devrait pas être une faveur. Bon, ça devrait être la normalité. Bon. Mais sauf que tu as des avantages par rapport aux inconvénients, on va dire comme ça. Mais on le dit aussi. Être tzigane, c'est sans aucun doute, aujourd'hui on n'en parle pas beaucoup, sans doute ceux et celles qui sont tout en bas de l'échelle raciale. Plus que les Noirs et les Arabes. Et dont on parle peu. Y compris le nombre de personnes tziganes qui sont mortes dans les mains de la police, dont on parle peu, qui sont violentées par la police, dont on parle peu. C'est énorme. Et donc on peut parler d'échelle de racialisation que nous condamnons, bien évidemment. Nous sommes pour la déracialisation de la société. Et donc contre cette échelle de verticalité qui nous est imposée. Je le dis comme ça parce que l'été va être chaud, mais pas simplement au sens caniculaire du terme, mais sans doute aussi politiquement. Je ne parle pas des retraites et tout ça, ça aussi, ça va être des longues batailles sociales, il va falloir être au rendez-vous contre le gouvernement sur l'assurance chômage et retraite. Mais les violences policières vont perdurer, et juste un truc, quand ça brûle dans les quartiers populaires, il serait bon que ceux et celles qui sont ici et ailleurs puissent se solidariser de ceux et celles qui, dans les quartiers populaires, brûlent. N'y voyez pas obligatoirement aux aides de destruction, mais comme disait un mec assez barbu, presque autant barbu que Michel, qui disait que de la flamme de la révolution, il ne faut en voir que la lumière. C'est un mec qui s'appelait Marx. Voilà. Merci.